Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à l'ECI TV et on verra ce que l'acronyme veut dire après, en compagnie de Yann Lévy, qui est son directeur et également professeur. Bonjour Yann. Bonjour à vous. Vous allez peut-être commencer par vous présenter, parce que je crois que vous avez un parcours intéressant, et puis ensuite on va parler de l'école. OK, avec plaisir. Alors je ne sais pas s'il est intéressant. Donc je suis, Yann Lévy, je suis directeur de l'ECITV depuis, 2 ans et avant ça, j'étais, enseignant, puis enseignant-chercheur au sein du groupe Scolae auquel, le CITV appartient. Concernant mon parcours, en fait, il est assez classique au début, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce avec un master, il y a, plus d'une vingtaine d'années maintenant en, sciences de l'information et de la communication. J'ai, travaillé dans des agences de publicité et des régies. D'abord plutôt sur, des stratégies médias. Assez logiquement, au fil des années, les médias m'ont conduit à évoluer vers le digital, puisque, les modèles un peu classiques que sont la presse, la télé, se sont digitalisés. C'était une évolution qui était indispensable pour ne pas disparaître et puis ça permettait de faire tout un tas de nouvelles choses. De façon assez logique aussi, le digital m'a amené à m'intéresser à la data. Et à un moment, j'ai éprouvé le besoin, au-delà de mes fonctions professionnelles quand j'étais en agence, ou chez l'annonceur, parce que j'ai aussi été, au digital dans des groupes comme La Poste ou chez Skyrock, qui est une radio qui avait un profil un peu précurseur sur la question du digital, parce que les skyblogs ont été, la première couverture sociale d'un média, en fait. Donc c'était un truc assez intéressant. J'ai éprouvé le besoin de refaire des études, donc en, 2017, j'ai repris ma casquette d'écolier, mais cette fois pas en école de commerce, je suis allé à la fac, donc j'ai fait, l'IAE de la Sorbonne. J'ai fait un autre master en, théorie des organisations et j'ai enchaîné avec un doctorat, donc que j'ai, soutenu en 2021 et qui est consacré aux réseaux sociaux et aux communautés virtuelles, à la façon dont elles se constituent et à tout ce que ça génère comme avantages, mais aussi comme dérives. Ce qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, ces dérives, finalement, il y a quelques années, on n'en parlait pas beaucoup et aujourd'hui, on parle énormément de harcèlement, on parle énormément de la dépendance aux écrans. On est même en train de légiférer dessus, notamment sur l'accès aux moins de 15 ans, qui sont, des sujets qui sont peut-être nouveaux dans l'actualité, mais qui ne le sont pas du tout à l'échelle académique ou à l'échelle managériale. Donc c'est intéressant de voir comment les univers finissent par se regrouper aujourd'hui. Donc j'ai fait mon doctorat en étant soutenu, par le groupe Scolae, donc j'étais enseignant et chercheur. Et puis il y a 2 ans, après m'être occupé de la direction pédagogique des masters de PPA, qui est une autre école du groupe, on m'a proposé de reprendre, la direction de l'ECITV, qui est, une école spécialisée en marketing digital et en communication audiovisuelle. Et puis, bah, je vous expliquerai pourquoi on associe les 2 dans un deuxième temps quand le sujet apparaîtra sur la table. Génial, merci beaucoup. Pour conclure sur cette partie professeur-chercheur, vous l'avez expliqué ce que ça vous a apporté, vous, dans votre parcours. Qu'est-ce que ça apporte dans une école d'avoir des professeurs-chercheurs? Alors, je pense que c'est très important parce que aujourd'hui, quand on conçoit un cursus, un programme pédagogique, moi, je m'impose d'obéir à, 3 objectifs, c'est-à-dire d'être en conformité avec 3 aspects. Il y a la réalité professionnelle. Aujourd'hui, tous nos étudiants, à partir de la première année post-bac et jusqu'au master sont en alternance. C'est-à-dire qu'à l'ECTV, on n'a pas de formation en initiale. Ils sont en alternance du premier au dernier jour de leur scolarité. C'est important de l'avoir en tête parce que pour les placer, surtout les post-bac qui peuvent manquer de compétences techniques, ils sortent d'une terminale, donc il y a un aspect des choses à avoir en tête. Pour les placer correctement, convenablement pour eux et pour les entreprises, il faut marcher main dans la main avec les entreprises, avec les managers, avec les recruteurs qui impactent nos programmes en nous disant tout simplement de quoi ils ont besoin. Quel type de compétences techniques, de maîtrise de quel logiciel, de quel type de dispositif. Ce qu'on appelle aussi les soft skills, c'est-à-dire ce qu'ils attendent d'une manière générale d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Ça, c'est le premier volet, ce que les recruteurs attendent. Le deuxième volet, c'est justement l'aspect académique que la recherche nous permet d'appréhender, qui consiste à dire, il y a ce qui est intéressant aujourd'hui, mais quand on regarde les tendances, qu'est-ce qui va être intéressant demain? Comment les métiers évoluent? On est, nous, dans des métiers où on est très techno-dépendant. Technodépendance, ça veut dire bien sûr les logiciels, les applicatifs, les technologies. Et j'imagine qu'on parlera de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Mais c'est aussi le droit et l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un regard un petit peu global, en recherche principalement, mais pas seulement, on ne peut pas parler des nouvelles technos sans parler de leur impact sur nos comportements, sur notre façon de faire, sur notre façon d'appréhender bah, la connaissance, les interactions, la culture. Il y a un aspect légal. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas? Il y a aussi des choses qui peuvent être légales
mais pas forcément acceptable et donc l'aspect éthique aujourd'hui, il est omniprésent. Et puis, qui dit technologie qui dit consommation dit, impact sur l'environnement. Donc la notion d'achat citoyen, d'achat responsable. Je ne parle pas que de l'écologie, je parle de tout un tas de choses qui peuvent entrer dans la considération citoyenne. Ça va aussi être présent dans notre esprit au moment où on conçoit le programme. Donc il y a ces 2 premiers aspects, l'aspect pro et l'aspect académique. Après, il y a un aspect qui est un petit peu académique, mais qui est très pratique, c'est de quelle façon on peut insuffler de la compétence, plus que de la connaissance, de la compétence, en étant sur des formats qui sont liés à l'alternance. C'est-à-dire, on a des étudiants qui sont là un jour, parfois 2 jours par semaine. Ensuite, ils vont en entreprise. Comment est-ce que ce qu'on leur apprend ici est complémentaire à ce à quoi ils sont confrontés en entreprise? Il y a des moments où ils sont avec nous une semaine entière parce qu'ils font des séminaires, où ils sont sur des projets. Comment est-ce qu'on les fait travailler, en circuit fermé et sur un format qui est court, mais qui va être beaucoup plus intense? Il y a des choses qui sont très intéressantes, mais qui vont mal vivre le rythme alternant. Ça sert à rien d'essayer de forcer sur ces choses-là. Il faut trouver d'autres rythmes, d'autres façons et puis ça correspond aussi à une autre réalité, si on se parle franchement, c'est que si vous regardez les jeunes générations aujourd'hui, c'est utopique, c'est naïf, voire déraisonnable de croire que, on peut les mettre dans une salle de classe, avoir quelqu'un qui va parler pendant des heures en leur montrant des choses à un tableau et imaginer que ça va bien se passer. On a aujourd'hui, des jeunes générations qui, sont surexposées aux écrans. On parle beaucoup de dépendance aux écrans, mais on a une génération qui est multi-écran, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder le plus passionnant des films, ils sont quand même sur leur téléphone par intermittence. Nous, on doit jouer avec ça. Le but est pas, de leur imposer de fermer leurs écrans, le but est, d'être capable de s'adapter à ce que sont les nouvelles modalités, les nouveaux canaux. Donc, la pédagogie, c'est aussi, prendre la forme des canaux d'aujourd'hui. En plus, nous, on est dans des métiers où ça va être très compliqué de leur dire: «Pas de téléphone, pas d'ordi, écoutez-moi parler». Tout ça sont des axes qui cohabitent au moment où on conçoit un programme qui doit répondre à ces 3 objectifs. Est-ce que ça correspond à un besoin du marché? Est-ce que c'est quelque chose de suffisamment évolutif pour leur garantir de pouvoir avoir un travail dans de bonnes conditions demain? Est-ce que c'est faisable, c'est praticable? Est-ce qu'on a les bonnes personnes, les bons intervenants, les bons professeurs pour ça? Sur un rythme, tel que celui d'une alternance qui démarre dès la première journée post-bac. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir précisé. Est-ce que vous pourriez nous lister les bachelors que vous proposez ici? Alors, on a 2 bachelors qui ont, la particularité, comme je le disais, d'être, très spécialisés au démarrage, dès la première année post-bac et qui ont une deuxième particularité, mais qui est assez concomitante à la première, c'est qu'un bachelor chez nous, c'est pas un mais 2 diplômes. Peu importe la spécialisation que vous allez choisir, parce que vous allez avoir un titre niveau 5 en fin de deuxième année, qui a un double objectif. Le but, c'est effectivement de consolider les compétences qui ont été acquises à bac+2, même si aujourd'hui le bac+2 est plus vraiment une référence, mais ça permet aussi à nos étudiants qui ont fait 2 ans d'études et qui se rendent compte que le digital, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas uniquement ce qu'ils veulent faire, bah, tout simplement, ça leur permet d'aller ailleurs. Ailleurs dans le groupe Scolae, où il y a une vingtaine d'écoles qui ont des spécialisations différentes. Ailleurs, dans d'autres groupes de formation, ailleurs à la fac, ailleurs à l'étranger. Vous avez un titre RNCP, reconnu niveau 5 donc bac+2, il a la même valeur absolument partout. C'est important pour nous de ne pas enfermer les étudiants parce que on est dans des systèmes qui vont mal fonctionner, si, on a des apprenants qui ont plus forcément envie d'être là. Donc il y a un premier diplôme à bac+2 et un deuxième à bac+3. À bac+2, c'est le même pour tout le monde. C'est un titre RNCP niveau 5 qui est, assistant communication marketing. À bac+3, vous avez 2 possibilités parce que la troisième année est déjà une année de spécialisation chez nous. Soit vous êtes spécialisé en marketing digital, soit vous êtes spécialisé en communication audiovisuelle et marketing digital. Donc dans le premier cas, vous êtes chef de projet web, où on va avoir, un cursus qui est un petit peu plus orienté sur de la production digitale, donc de la production de sites, d'applis, faire intervenir de l'IA et de la data et être plutôt sur des logiques, qui vont toucher au référencement, au CRM, à l'UX, à l'expérience utilisateur et à tout ce qui est interaction via des leviers digitaux. Sur la partie communication audiovisuelle, vous êtes, chef de projet, mais sur des campagnes de communication et là, vous avez un cursus qui est plutôt orienté sur de la production de contenu vidéo. Les 2 vont ensemble et il y a une question de proportion, c'est-à-dire que ceux qu'on appelle chez nous les CAM, la filière CAM, donc communication audiovisuelle et marketing, vont passer plus de temps soit sur le plateau télé qu'on a ici, où ils vont filmer de façon classique avec des caméras, des micros, des échangeurs et un setup, son et lumière. Soit ils vont filmer, de façon plus numérique et orientée réseaux sociaux comme vous le voyez aujourd'hui sur Insta ou sur TikTok, donc avec leur téléphone et en faisant du montage via CapCut ou d'autres solutions plus dédiées.
soit de plus en plus, ils vont filmer, non pas en allant shooter du contenu, mais en le commandant, en le promptant, en le produisant via l'IA. Aujourd'hui, on travaille avec Freepik, avec Sora, qui sont des IA génératrices de contenu vidéo. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité, mais ce sont des outils qu'ils vont utiliser. Ils vont être plus orientés communication et production de contenu. Alors, pas cinématographique, on n'en fait pas. Le CITV, c'est un métier, mais c'est pas le nôtre. Nous, on va avoir tout type de production qui permettent à la marque, quelle qu'elle soit, d'interagir avec ses publics. Donc c'est des formats publicitaires, c'est des contenus pour les réseaux sociaux, c'est des contenus pour des créateurs ou créatrices de contenu, des influenceurs, des influenceuses, ceux qui ne sont pas bloqués à Dubaï. C'est, du podcast, comme on est en train de le faire là maintenant. C'est de la web-série, c'est, éventuellement du mini documentaire ou de l'enquête, mais on n'est pas sur le grand écran, sur du cinéma, on est sur les petits. Dans les 2 cas, il y a des moments où les 2 filières travaillent ensemble sur un dispositif qui est complet. Qu'il y ait des gens qui filment, il faut qu'il y ait des gens qui assurent la captation sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des moments où ils sont sur des projets complètement différents. Vous constatez que les jeunes qui ont, leur bac+3, leur bachelor, ils restent ensuite pour poursuivre leurs études ou est-ce que dans ce secteur-là, finalement, ça suffit d'avoir un bac+3? Alors, si vous êtes sur quelque chose de très technique, le bac+3, ça n'est pas forcément notre conseil, mais le bac+3 peut, contrairement à d'autres univers où on va quand même vous demander, c'est quasi obligatoire de pousser jusqu'au bac+5. Dans de la production de sites purs, dans de la technique pure, le bac+3 peut suffire, surtout pour ceux qui, dans notre cas, émettent le souhait de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire de se mettre à leur compte. On est dans des métiers qui ont un avantage, c'est qu'il y a beaucoup de freelance, c'est possible. Vous pouvez faire du community management, de la production de sites, de l'intégration, du CRM, en étant freelance et en vous mettant à votre compte et en travaillant, plutôt que d'avoir un patron, vous avez quelques clients. En communication audiovisuelle, c'est un petit peu moins vrai, je trouve. La vraie question qui va se poser, c'est plus celle de la capacité qu'ont les étudiants à continuer à se former en continu, même en sortant de l'école. Comme je vous le disais, on est dans des métiers qui sont très technodépendants. Les technos n'arrêtent pas d'évoluer. L'erreur à pas commettre si vous restez dans cet univers-là, c'est de croire que vous arrêtez d'apprendre quand vous arrêtez l'école. C'est vrai pour nous aussi. On a beaucoup d'étudiants qui vont faire un bac+5, mais qui vont aller éventuellement dans d'autres écoles du groupe. Parce que quand vous avez une formation en marketing digital, vous êtes tout à fait éligible à des formations plus spécialisées. C'est-à-dire aller travailler dans la mode parce que vous voulez créer votre ligne, mais du coup, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour en assurer vous-même la promotion et la diffusion. Travailler dans le sport, travailler dans l'événementiel, travailler dans de la publicité. C'est-à-dire que ce sont, là où on a de la chance, et c'est ce qui justifie aussi, c'est ce qui explique le taux de placement qu'on a. On a plus de 95 de nos étudiants qui sont placés en entreprise et plus des 2 tiers d'entre eux sont placés par notre service relations entreprises. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait qu'on a un service qui fonctionne très bien, on est dans des métiers où il y aura toujours des besoins et ça, c'est important de le dire. Vous seriez, c'est pas du tout une critique, mais, dans l'immobilier ou, dans la finance où il y a des rebonds qui sont en fonction de l'actualité, en fonction du marché, ce qui est pas notre cas. C'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui, quelle qu'elle soit, elle peut difficilement se passer de communiquer avec ses publics, que ce soit ses clients ou autres et pour le faire, elle peut difficilement faire l'impasse sur la sphère digitale. Vous êtes une marque aujourd'hui, vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas d'appli, vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux. Soit vous êtes vraiment dans un univers très spécifique, dans une niche, soit vous vous êtes coupé là d'une grosse partie du potentiel. Conséquence, il y a toujours des besoins. La boulangerie du coin, elle a un site internet. Le service communication de McDo, je sais pas, ils doivent être 180, un truc comme ça. La mairie de Paris, les pompes funèbres générales, Sopiquet, Petit Bateau, tout le monde à un moment a besoin de communiquer. Donc on a des demandes en continu. C'est, très objectivement plus difficile pour les premières années, on en a parlé tout à l'heure, mais la demande ne cesse de se renouveler. Donc, on a la chance d'avoir, énormément de métiers différents sous le chapeau du digital. Conséquence, et c'est hyper important de l'avoir en tête, on a des étudiants, des alternants qui sont présents absolument partout. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, le CITV et vous regardez sur LinkedIn par exemple, ou d'autres réseaux un peu dédiés, ce que font aujourd'hui les gens qui sont sortis de chez nous, vous verrez qu'ils sont un petit peu partout. Ils sont, dans tous les types d'univers, à toutes sortes de fonctions. Donc c'est, pluridisciplinaire. Le potentiel de recrutement, de reconversion, d'évolution, il est quand même beaucoup plus important que chez nous, que, dans d'autres univers qui sont plus fermés, clairement. Là, vous avez beaucoup évoqué effectivement l'ensemble des secteurs dans lesquels sont vos alternants et puis les futurs, employés. Mmh. Quand vous enseignez, quand ils sont en classe, en cours, est-ce que là aussi, vous avez les entreprises qui viennent leur proposer des cas ou les faire travailler sur des cas réels? Alors on le fait à 2 moments.
plutôt à 2 types de moments. Ça ne veut pas dire qu'elles viennent que 2 fois dans l'année, mais on a le tout venant, c'est-à-dire les formats classiques où les étudiants sont en cours. Alors, en première et en deuxième année à l'ECITV, les étudiants sont en cours le jeudi et le vendredi. Ils vont être en entreprise les 3 premiers jours de la semaine. Et puis vous avez des semaines full, ce qu'on appelle des semaines de séminaire ou de bootcamp, où ils vont être chez nous, du lundi matin au vendredi soir. Souvent, on les fait, travailler sur un projet qui est dédié. Soit la maîtrise d'un logiciel, soit la production d'un contenu publicitaire, soit un travail de recommandation pour un client. Et souvent, c'est un vrai client qui vient, qui, présente ce qu'il fait le lundi matin, qui présente sa problématique. On a eu par exemple récemment un réseau d'agents immobiliers, qui est venu, qui est à la fois sur la nécessité de digitaliser ce qu'ils font, mais tout en maintenant une clientèle de proximité, parce que l'agence immobilière dans laquelle vous allez entrer, c'est l'agence immobilière qui est dans le coin où vous cherchez un appartement et qui ont une problématique de, relissage de leur identité visuelle parce qu'avant ils étaient estampillés Stéphane Plaza. Pour tout un tas de raisons que vous connaissez, de communication, tout ça, ils ont décidé de se dissocier, mais donc il faut changer d'identité, il faut changer de logo, il faut refaire les réseaux sociaux, donc c'est très complet. Là, vous avez un vrai enjeu qui est pressurisant, mais dans de bonnes conditions, parce qu'il y a un accompagnement et parce qu'il y a pas un enjeu négatif à la fin. Le but, c'est plutôt, généralement ça se passe bien, de créer une émulation qui fait qu'ils vont travailler ensemble par équipe ça peut être des équipes de 4 comme ça peut être des équipes de 8. Il faut travailler tous les maillons de la chaîne. Se repositionner, savoir ce qu'on va raconter, avoir un logo qui tienne la route sur tout type de format, numérique ou autre, voir comment on lie ça au référencement. Comment on refond le site tout en gardant ce qui est intéressant, mais en faisant évoluer ce qui est peut-être, appelé à évoluer justement. Voir s'il n'y a pas des fonctionnalités liées à l'IA qui font que tout en travaillant alors là, c'était hyper intéressant en l'occurrence, les agents immobiliers, ça fait partie des métiers qui ont une réputation, qui peut être mitigée. Conséquence, il y a aussi, ce genre de choses à aborder et à avoir en tête au moment où on propose des choses. Donc oui, on fait venir les clients sur les formats séminaires parce que qu'à l'ECITV, comme dans beaucoup d'écoles qui font que de l'alternance, j'imagine, rien ne vaut la pratique. C'est-à-dire que le maître mot chez nous, c'est de pas avoir, quand vous avez 6 heures de cours dans la journée, vous faites pas 6 heures de théorie. Ça n'a pas de sens par rapport à un public alternant, ça n'a plus de sens par rapport à ce que sont les jeunes générations aujourd'hui et ça n'a pas de sens par rapport à nos métiers. Donc, moi, quand je donne un cours de 3 heures, je fais 1 heure d'explication avec, des confrontations avec des exemples issus de l'actualité, des vidéos, des tutos et ainsi de suite. On se connecte ensemble et on va ensemble et puis ensuite, ils ont une phase atelier pendant laquelle ils vont produire et c'est un aspect hyper important. Chez nous, ce qu'on demande avant tout ou après tout aux étudiants, c'est de produire. Si je vous explique comment ça marche, vous comprenez comment ça marche, mais ça ne veut pas dire que vous savez le faire. Si je vous apprends à le faire et qu'au bout d'un moment, vous savez le faire correctement, c'est que quelque part, vous avez compris comment ça marche. Donc en fait, ce qui va m'intéresser et je pense ce qui intéresse les étudiants aujourd'hui, c'est pas de la théorie de, je sais pas, dans votre cas, par exemple, qu'est-ce qu'un bon podcast? Qu'est-ce qui fait qu'un podcast va fonctionner ou pas? On peut l'expliquer aux étudiants. À un moment, on les met sur un séminaire podcast, on leur demande de produire quelque chose et puis eux-mêmes, quand ils écoutent, ils se rendent bien compte que ça flotte, que c'est lent, qu'il y a pas de rythme. Donc ils comprennent que, préparer les questions à l'avance, scénariser un petit peu, même si ça peut donner l'impression d'être une discussion très simple, eh ben, c'est pas toujours le cas. C'est comme les influenceurs, ça peut donner l'impression d'être très, bon enfant, très spontané, très simple. Il y a du boulot dessus quand ça marche. Il y a une scénarisation en coulisses. Il y a un ciblage qui se fait à travers le choix des mots. Tout ça, c'est de la stratégie, c'est du marketing, c'est pas que de l'audiovisuel. Donc il faut maîtriser tous les maillons de la chaîne. La meilleure façon de le faire, effectivement, c'est de faire venir des vrais clients. Donc c'est un petit peu, oui, c'est nécessaire et en plus, c'est motivant de pas toujours travailler avec des «profs» entre guillemets, nous on parle plutôt d'intervenants ou d'experts. C'est motivant d'avoir des vraies personnes avec des vraies situations, des vrais contextes, des vrais enjeux, des vraies problématiques, qui viennent et qui vous disent: «Voilà où on en est, voilà ce qu'il faut faire». Le but, c'est qu'à la fin d'un séminaire, ils aient produit quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre dans leur portfolio, dans leur book pour dire: «On a travaillé pour le réseau d'agence machin, on a travaillé pour Netflix, on a travaillé pour Spotify, voilà ce qu'on leur a proposé. Ça a marché, ça a pas marché, mais voilà ce que moi je suis capable de faire». C'est presque plus important que le CV aujourd'hui, de mon point de vue. Comment est-ce que vous évaluez les compétences, leur montée en compétences, sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de travail de groupe? Alors, c'est une vraie problématique et c'est probablement, un des points qui revient le plus souvent quand nous avons nos réunions pédagogiques. C'est qu'effectivement, il faut individualiser la notation, mais on est dans des métiers où c'est très important qu'ils travaillent en groupe. Donc, on va avoir plusieurs sorties par rapport à ça. Il y a un travail de groupe qui est évalué collectivement via, la recommandation, c'est-à-dire le document qu'ils envoient comme ils l'enverraient à un client dans le cadre d'une consultation, ou d'un appel d'offres. Il y a en soutenance la capacité individuelle de chacune et chacun à défendre ce qui a été fait.
à expliquer, à justifier, à présenter aussi parfois d'autres productions qui n'ont pas été retenues. Parce que parfois, vous devez expliquer pourquoi vous avez retenu telle ou telle solution, mais c'est presque plus intéressant d'expliquer pourquoi on n'a pas retenu d'autres solutions. Et donc ça les professionnalise aussi parce que, on fait venir des jurys qui sont des candides, c'est-à-dire qui sont des professionnels, mais qui n'ont pas assisté au séminaire ou aux cours, qui réagissent à froid en disant: «Moi, j'aurais pas du tout fait ça. Pourquoi est-ce que ça a cette tête-là? Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces items-là?» Donc il faut qu'ils soient capables de répondre, pas sans être déstabilisés, mais en gérant le fait d'être déstabilisés. C'est utopique de croire qu'ils seront jamais déstabilisés. Il y a des moments où on leur demande de passer des certifications professionnelles et ça, c'est individuel. Avoir des cours de référencement, par exemple, c'est bien. Passer la certification AdWords, c'est mieux. Et non seulement c'est mieux, mais c'est indispensable. Il y a des moments où ils vont aussi avoir des travaux individuels parce que, il y a de la certification, il y a ce qu'on appelle les dossiers open, où là, c'est complètement individuel. On leur demande de travailler, sur, autre chose que ce qu'il y a à l'école ou dans leur boîte. Ça peut être des sites qui montent pour des associations, ça peut être des événements qu'ils organisent, pour des clubs de sport ou des centres d'intérêt qu'ils ont. Le but, c'est qu'ils expriment aussi un côté un peu personnel et créatif, mais c'est aussi de voir comment ils évoluent individuellement. On note aussi, via les notes tuteurs et les rapports entreprises, la façon dont ils se comportent quand ils ne sont pas à l'école, mais dans un univers professionnel. Premièrement, parce que c'est un aspect important et que c'est complètement individuel. Deuxièmement, tout simplement parce que quand ils sont dans une entreprise, ils nous représentent. Et plus ça se passe, dans de bonnes conditions en entreprise, plus on a de chances de, créer des liens, placer d'autres étudiants dans un cadre où comme ils ont déjà eu des alternants, ils savent ce que font nos étudiants. La mission, elle se précise d'année en année et de profil en profil et donc c'est beaucoup plus confort pour les étudiants de l'année suivante quand ils arrivent. C'est aussi comme ça qu'on travaille. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont liées à de l'évaluation individuelle. Les jeunes qui sortent du bac, qui viennent, postuler chez vous, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences ou comme style ou comme qu'est-ce qu'ils ont en très commun? Ils ressemblent à quoi vos jeunes étudiants qui arrivent au lendemain du bac? Alors, c'est une très bonne question et c'est marrant que vous la posiez aujourd'hui parce que, cette semaine, premièrement, on a eu beaucoup de retours de nos élèves parce qu'on fait ce qu'on appelle des comités pédagogiques. On a des jurys qui sont un peu comme des conseils de classe où, ce sont les intervenants, les professeurs qui nous disent: «Voilà ce qu'on a pensé de la classe, voilà ce qu'on a pensé de tel élève». Et puis on a l'inverse des comités où ce sont les élèves qui nous évaluent et qui disent: «Tel cours est intéressant mais, un peu léger» ou au contraire un peu trop dense ou donc voilà. Et puis, cette semaine, on prépare aussi, nos discours, nos interventions pour, les remises de diplômes qui vont avoir lieu dans pas très longtemps. Et pour vous répondre, moi, je constate qu'il y a quand même on a vraiment des jeunes de, tous les horizons, de tous les univers, j'allais dire de toute provenance. C'est pas le meilleur mot, mais je pense qu'il est pas complètement inadapté. Moi, je constate quand même 2 choses depuis que je suis ici. La première, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de compétences. On a beaucoup de jeunes qui ont vraiment une fibre artistique, c'est-à-dire qui font de la musique, qui font de la production et qui du coup, sont très techniques, c'est-à-dire qu'ils manipulent déjà de l'IA, ils manipulent déjà des logiciels. Ils savent déjà animer une communauté parce qu'eux-mêmes, ils postent des contenus sur Insta, ils se mettent en scène, ils font des vidéos. Pas tous, mais il y en a quand même beaucoup et souvent, ils mettent pas un mot dessus, ils mettent pas forcément le bon mot, la bonne appellation dessus, mais ils ont des réflexes très pro. En revanche, ils ont des habitudes de travail qui sont peut-être pas toujours les bonnes parce que tout ça, c'est spontané, c'est pas pro et du coup, la vraie complexité, c'est de leur dire: «Il y a des choses que tu sais faire, mais on va reprendre depuis le début pour que tu maîtrises les bases autrement». Donc il y a des compétences qui sont intuitives et c'est important qu'ils gardent ce côté intuitif parce que c'est ce qui fait que c'est authentique, c'est ce qu'on va leur demander. Donc ça, c'est le premier point. Je trouve qu'ils sont très créatifs, artistiques, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ont pas la tête dans les nuages. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a ce côté artistique, mais il y a quand même une réalité quanti derrière qui est de dire, combien j'ai fait de vues, combien j'ai eu de likes, combien de questions on m'a posé, combien de gens ont cliqué sur le lien. Donc il y a quand même un retour à la réalité qui est assez systématique et je trouve ça intéressant. Le deuxième point, mais c'est plus perso, maintenant que moi-même j'ai des enfants et que je vois un petit peu comment ça se passe dans d'autres classes et avec un regard de parent, je suis toujours hyper admiratif de voir autant d'élèves, autant de jeunes faire de l'alternance, qui est quand même un truc très ambitieux, très exigeant, très prenant, très stressant, parce que même quand ils sont ici, les entreprises les appellent en leur disant: «Mais où est le dossier truc? Mais t'es pas là aujourd'hui, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, tu es en classe. Non, mais il faut quand même que tu nous rappelles tout à l'heure parce que le client veut savoir machin». Et donc, moi je dis souvent, et c'est sincère, je ne sais pas si à leur âge j'aurais été capable de faire ce qu'ils font. Surtout pendant 5 ans, surtout en sortant du bac. Il y en a qui viennent de régions et qui en plus doivent, du coup assumer le coût de leur vie à Paris.
ce qui est pas toujours évident. On va pas se mentir, il y a beaucoup d'élèves qui font de l'alternance pour des raisons financières, autant que, voire plus que pour des raisons, pédagogiques ou d'orientation, tout ça. Il y en a qui admettent aussi que la fac est pas adaptée pour eux parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Donc, c'est un aspect des choses où il y a beaucoup de lucidité. C'est aussi un aspect, je trouve, une qualité. Moi, je suis toujours très admiratif de voir, comment ils arrivent à gérer tous ces aspects de leur vie, quoi. Et en étant parfois dans des situations qui sont pas faciles, qui sont pas marrantes, mais, ils le font. Il y a des élèves qui ont pas forcément les bonnes habitudes de travail, qui passent un peu trop de temps à regarder des vidéos sur leurs écrans, comme dans toutes les écoles, mais je trouve qu'on a finalement très peu de gens à l'ECITV qui sont, pas volontaires, qui ont pas l'envie. Et moi, je suis toujours, même quand ça se passe pas bien pour des raisons de savoir-être, d'attitude, tout ça, ce qui est assez rare, mais on va pas se mentir, ça arrive. Je suis toujours, très admiratif de la bonne volonté qu'ils mettent, globalement. Je pense que c'est ça, les 2 points qui les caractérisent. Il y a mine de rien beaucoup de compétences, cette fibre artistique et créative. Il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Oui, j'ai entendu lucidité, flexibilité, adaptabilité aussi. Bah, en fait, ils sont, souvent, les entreprises nous disent, le savoir-être est un sujet. La façon de parler, la façon de se tenir quand vous êtes en face de clients ou en face de votre hiérarchie. Mais en fait, assez paradoxalement, à bien des égards, ce sont déjà des adultes, accomplis. Il y a d'autres domaines où ça reste très bordel, si vous me permettez l'expression, et il y a de la gaminerie et il y a OK, bien sûr, heureusement, on n'est pas non plus dans un univers, militaire ou carcéral, quoi. Mais à bien des égards, ce sont quand même des adultes qui gèrent parfois des problèmes personnels, tout ça, vraiment d'adultes et qui arrivent à gérer. C'est aussi pour ça, moi, même quand je suis mécontent de la façon dont se passent certaines choses, je garde toujours en tête le fait que, à leur place, je ne sais pas comment nous on aurait fait. Très souvent, on pense que c'est systématique. Vous avez des générations qui regardent la génération qui les suit en disant: «Oh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi et ils ont pas de valeur et ils lisent pas li». C'est pas faux, mais c'est discutable parce que moi, je raisonne toujours autrement. Je me dis: «Ouais, mais ils savent déjà faire des trucs que nous, on saura jamais faire et puis ils savent déjà gérer des problèmes que nous, on n'a pas eu à gérer». L'inverse est vrai aussi, mais en fait, ça m'a aussi appris, à titre perso que pas forcément, comparer toutes les générations et toutes les promos sur les mêmes items à chaque fois. Donc c'est plus ça aussi, on apprend d'eux, comme ils apprennent de nous, à des égards différents, mais ça reste indiscutable. Comment est-ce qu'ils postulent? Qu'est-ce que vous leur demandez quand, ils ont envie de venir à l'ECITV? Alors, sur le fonctionnel et l'administratif, c'est assez simple. Déjà en première année post-bac, on est accessible via Parcoursup. Faut l'avoir en tête, donc on peut tout à fait apparaître dans une liste de choix sur les écoles, soit business school, soit spécialisées en marketing, digital et communication audiovisuelle. Ils peuvent aussi faire le concours par eux-mêmes, en indépendant. On va leur demander d'avoir validé leur dernier diplôme ou d'être en cours de validation, c'est-à-dire d'avoir, pour entrer en première année, il faut impérativement avoir validé le bac. Pour entrer en troisième année, il faut impérativement avoir validé un bac+2 et pour entrer en quatrième année, il faut impérativement avoir validé, une licence, ou un bac+3 autre. On intègre très occasionnellement des élèves en deuxième année s'ils ont validé une première année ailleurs. Occasionnellement, pas parce qu'on en refuse, mais parce que le cas se présente assez peu souvent. Et on intègre, ponctuellement des élèves qui font juste une cinquième année parce qu'ils ont fait une quatrième année dans une école concurrente. Ça s'est pas bien passé pour toutes sortes de raisons, mais ça nous arrive aussi. Dans tous les cas, il va y avoir 3 phases. Il y a un examen du dossier avec vos notes, la confirmation de vos diplômes, la confirmation qu'au-delà du fait que vous avez eu votre diplôme, il n'y a pas de problématiques qui ont été remontées sur les précédents bulletins de notes. Je pense à l'attitude, à un nombre d'absences trop important ou à, tout élément qui pourrait nous indiquer que l'élève est nonchalant et pas très volontaire. C'est un aspect des choses sur lequel nous, on va faire preuve de beaucoup de vigilance. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un concours qui se fait alors qui peut se faire en distanciel le mercredi ou en présentiel le samedi. On a des concours tous les 15 jours en continu toute l'année. On préfère avoir beaucoup de phases de concours avec des petits effectifs qu'on peut accueillir et avec lesquels on peut interagir que d'accueillir les candidats par grappe de sang. Finalement, c'est très impersonnel et c'est pas trop dans l'ADN de l'ECITV pour le coup. Le concours, vous avez, plusieurs tests qui peuvent se faire, donc comme je le disais, par écran interposé ou sur site, qui sont un test de langue française, un test de langue anglaise, un test de logique et un test de culture générale. Et pour les postulants en spécialisation, c'est-à-dire à partir de la troisième année, vous avez un cinquième petit test écrit qui est justement sur votre cadre de spécialisation. Donc soit l'audiovisuel, soit, tout ce qui est digital. Si le test est concluant, mais pas sur la spécialisation, la question d'une remise à niveau en amont de la rentrée peut se poser, ça se fait. Et la troisième phase, c'est un entretien personnel de motivation
soit avec moi, soit avec des intervenants experts qui sont des références, c'est-à-dire des intervenants que vous êtes sûr d'avoir en classe pendant l'année, qui vont voir quel est votre projet, quel est votre regard sur la société d'aujourd'hui, quelles sont vos compétences. Le but, il est mutuel, c'est que ça permet de mettre les élèves en face d'intervenants qui vont avoir et de se dire: «Est-ce que j'ai envie d'interagir avec ce type de personnes, sur ce type de sujet de ça?» C'est réciproque, c'est-à-dire que les intervenants se font aussi une idée et ça permet aussi, quand c'est fait en présentiel, ça nous permet de faire visiter l'école. Moi, je suis très fier du campus parce que, c'est à titre personnel la première fois que je suis sur un campus où tout est à portée de main. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un plateau télé, vous avez un magasin avec du matériel qu'on prête, vous avez un studio photo pour, quand il y a un shooting publicitaire et qu'il faut faire des photos pro dans de bonnes conditions. Vous avez des salles de montage, des salles informatiques, vous avez une salle de réalité augmentée qui fait aussi salle de streaming parce que parfois nos élèves, ils font du temps réel, c'est-à-dire ils shootent des contenus mais pour Twitch, pour des plateformes qui font du temps réel. Donc c'est important que les élèves, quand ils viennent nous voir, au-delà de voir d'autres élèves, de voir les intervenants, de voir comment se passe une journée comme les autres, qu'ils voient un petit peu, les infrastructures et qu'ils se projettent tout simplement, qu'ils se disent: «Oui, je me vois faire des études ici» ou «Pas du tout». Ça va pas du tout être mon truc, je sens que je me suis un petit peu trompé, c'est peut-être pas ça que je voulais faire. C'est important de s'en rendre compte tôt aussi. Le concours se passe comme ça. Examen du dossier, quelques QCM et un entretien. Vous avez un campus à Paris, Oui. donc les personnes de province, elles viennent à Paris, elles se trouvent une alternance à Paris. Ah. À Paris ou région parisienne, j'imagine? Oui, on a le campus parisien qui, pour le CITV, est le plus important, mais on a aussi des ECITV en région parce que le groupe scolaire a plusieurs campus, quasiment dans toutes les grandes villes françaises aujourd'hui. En l'occurrence, on a des filières de l'ECITV qui sont à Toulon. Plutôt audiovisuel, on a des filières de l'ECITV à Lille, où il y a aussi bien du marketing digital que de l'audiovisuel. On ouvre, à Lyon l'année prochaine et on a ouvert à Bordeaux aussi cette année. D'accord, donc on peut aussi, si on vient de ces villes-là ou de l'environ de ces villes-là, rester là-bas, trouver une alternance dans cette région-là et suivre les cours, sur un Absolument. campus équipé aussi là-bas. Oui, oui, absolument. Tous nos campus sont équipés et tous nos campus, comme on est sur des titres RNCP, ont les mêmes épreuves certifiantes qui sont administrées, le même jour, au même moment et de la même manière à tous les élèves. C'est-à-dire que le diplôme a absolument la même valeur partout, peu importe où vous le passez. Est-ce que vous participez à des festivals, des concours? Alors il y a plusieurs effectivement rendez-vous chaque année. Il y a un rendez-vous, qui nous tient particulièrement à cœur qui est Tous en scène, qui est, un festival dans le cadre duquel, les élèves, les écoles produisent des contenus, vidéo de sensibilisation autour du handicap. En l'occurrence, on y a toujours participé. Notre directeur pédagogique Marc-Antoine Bonnier, qui est, spécialiste de l'audiovisuel, qui est un professionnel, accompli dans ce domaine, qui a réalisé beaucoup de clips. En l'occurrence, ça lui tient particulièrement à cœur. L'année dernière, le CITV Paris a gagné le premier prix. D'ailleurs, vous avez encore le grand chèque en carton qui est là, qu'on n'a toujours pas encaissé, puisque voilà, on n'y pense pas. Il y a une équipe de Toulon qui a gagné le deuxième prix. Donc c'est un rendez-vous, qui fait l'objet d'un séminaire pendant lequel ils produisent. On participe aussi depuis 2 ans au WAIF, le World AI Film Festival. Comme son nom l'indique, c'est un festival de production vidéo, mais produite uniquement avec de l'IA, avec plusieurs catégories. Donc il y a des films, il y a des courts-métrages, il y a des publicités. Nous, on y participe. Cette année, on va déposer, une quinzaine de projets, le CTV. Pareil, donc c'est une semaine de séminaire dans le cadre duquel les élèves, travaillent. Cette année, ils ont travaillé via Freepik, qui est une IA hyper intéressante pour de la vidéo. Ils peuvent ponctuellement travailler sur Sora, qui est une autre référence. Enfin, il y a beaucoup d'intelligences artificielles différentes. On participe à Grand Angle, qui est, plus créatif, sur, de la production publicitaire. Ponctuellement, il arrive aussi qu'on ait des élèves qui participent au Nikon Film Festival, qui est une référence plus artistique que marketing, mais c'est pas inintéressant. Et puis, on a beaucoup d'élèves qui, par eux-mêmes, vont participer à toutes sortes de concours. On est assez bien intégrés là-dessus. On va se développer sur un certain nombre de choses parce que, c'est, dans notre vision, l'équipe pédagogique et moi-même, pas tant pour avoir notre nom sur des affiches de festivals, mais c'est de confronter les élèves à des réalités. On a parlé des professionnels tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres réalités. Ça permet d'ouvrir leur chakra, si vous me permettez l'expression, de les confronter à, ce que c'est que le handicap, ce que c'est que, la prévention contre le harcèlement, ce que c'est que l'éthique et de montrer que, dans le digital, dans la vidéo, il y a toutes sortes de projets différents. C'est bien, encore une fois, c'est une expression qu'on utilise souvent, qui visualise tous les maillons de la chaîne. Voilà. Vous avez parlé de ce festival sur le film de l'IA, vous avez parlé de l'IA tout à l'heure au sein des cours que vous dispensez. Comment est-ce que vous voyez l'IA dans votre secteur à l'avenir? Alors, c'est une bonne question parce que, étudiant comme parent,
s'inquiètent légitimement, hein, parfois, du fait qu'il y a un risque de voir, des générations d'étudiants faire des études longues, parfois coûteuses et éprouvantes, pour se positionner sur des métiers qui demain seront complètement pris en charge par l'IA. C'est, le sujet, du «remplacement» entre guillemets, des collaborateurs par des machines ou par des licences ou par des applicatifs. C'est une crainte qui est, compréhensible, qui aujourd'hui, au vu des chiffres, est absolument pas fondée, en tout cas pas dans nos métiers, pour 2 raisons. Ce qu'on constate, et c'est pas mon avis que je vous donne, mon avis, il a pas vraiment de valeur en tant que tel, mais ce qu'on constate, c'est que c'est pas l'IA qui remplace les gens. Ce qu'on voit plus probablement, c'est que les gens qui maîtrisent l'IA sont en train de remplacer les gens qui la maîtrisent pas. C'est un truc que je dis assez souvent, mais pour le coup, ça se vérifie et la meilleure façon de le vérifier, c'est que si vous regardez aujourd'hui les entreprises qui se staffent, qui s'équipent en intelligence artificielle, en équipement, en applicatifs et en techno, ce qu'on constate, c'est que ce sont pas du tout les entreprises qui sont en train de diminuer leur masse salariale, c'est plutôt l'inverse. Qu'il y ait une mutation des métiers, c'est incontestable. On y a assisté avec la data, on y a assisté avec les réseaux sociaux et avec la digitalisation de manière générale. Chaque fois qu'il y a une innovation un peu techno, il y a cette question de dire demain on n'aura plus de métier. Chaque fois, on constate que oui, il y a des métiers qui vont évoluer, voire disparaître. Moi-même, je viens de la presse quotidienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans les médias. La presse quotidienne telle que vous et moi on l'a connue, c'est terminé. Ce sera plus du tout un modèle référent pour les jeunes générations. Mais l'information existe toujours. Après, j'ai travaillé à la poste, l'acheminement du courrier tel que nous on l'a connu, le fait de prendre des nouvelles de nos proches en leur écrivant des lettres, c'est un modèle qui n'existe plus. Mais la mécanique existe toujours, elle s'est digitalisée. J'étais chez Skyrock, aujourd'hui les jeunes n'écoutent plus la radio, enfin pas comme avant. Mais d'ailleurs, c'est un sujet de conférence qu'on va animer dans pas longtemps. Est-ce que le podcast est réellement en train de remplacer la radio? C'est oui, c'est non, c'est plus compliqué que ça. Donc il ne faut pas voir l'IA comme autre chose qu'une nouvelle modalité. En revanche, pédagogiquement, pour moi, c'est très clair. C'est un outil. On est une école en alternance, donc on professionnalise nos profils pour qu'ils trouvent un job dans les meilleures conditions. Ils doivent maîtriser les outils. Les lycéens qui nous rejoignent viennent plutôt d'un cadre où on leur dit: «Tu ne dois pas utiliser l'IA, tu dois être capable de faire par toi-même». Ce qui est tout à fait compréhensible et jusqu'à un certain stade, c'est très vrai. Pas d'argument là-dessus. Passé un certain stade, c'est-à-dire que quand ils arrivent chez nous, le sujet est pas tout à fait le même. C'est de dire, faut que tu sois opérationnel. Pour être opérationnel, il faut maîtriser tous les outils que tu as dans ta boîte à outils. Maîtriser tous les outils, ça veut dire maîtriser toutes les IA. Alors les maîtriser, justement, ça veut dire savoir sur quel maillon de la chaîne on va les poser et savoir que la réflexion, ça doit être la mienne, la créativité, le concept, la scénarisation, ça doit être de mon fait et l'IA est un outil qui va me permettre d'aller plus loin ou d'aller plus vite. Qui va peut-être me donner l'inspiration, me donner des idées, hein. On peut poser des questions à l'IA pour voir ce qui sort un peu comme ça. Parfois, il y a des mots qui sont sortis et ça nous envoie sur quelque chose, c'est-à-dire que c'est une inspiration comme une autre. Mais Microsoft, je trouve, ils ont admirablement bien choisi, le nom qu'ils donnent à leur intelligence artificielle, c'est un copilote. C'est-à-dire je décide d'où on va et j'ai un copilote qui m'assiste. C'est un petit peu de cette manière-là qu'on essaie de driver les étudiants, sachant que chez nous, ils utilisent de l'IA vraiment sur l'ensemble des modules. Soit pour les aider à aller plus vite quand ils produisent, mais la production doit quand même être insufflée par eux. Soit pour les aider à faire des recherches, parce que, c'est pas le seul canal, mais c'est un canal comme un autre et on les invite plutôt à superposer les canaux pour voir ce qui ressort. Peu importe la façon dont on cherche, on obtient toujours les mêmes réponses, donc c'est qu'elles sont exploitables. À l'inverse, se limiter à des réponses qu'on a via l'IA, c'est prendre le risque de n'avoir que, un axe, une orientation donnée, pas toujours la bonne, parce qu'il y a des erreurs aussi via l'IA. Mais ce sont des outils, ils doivent impérativement les maîtriser. C'est non négociable et d'ailleurs on parlait des certifications pro tout à l'heure. On va a là la première génération de certifications liées à l'intelligence artificielle. Donc chez nous, ils doivent aussi être opérationnels dans ces domaines-là. C'est incontournable. Je vous propose qu'on conclue et Mmh. je vous demanderai volontiers un conseil pour les parents. Alors, déjà merci, de m'avoir donné, l'occasion d'échanger. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Ça me permet aussi de rassembler mes idées, ce qui est jamais inutile, surtout en fin de semaine. Le conseil que je donnerais aux parents, pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est de bien comprendre qu'une formation dédiée aujourd'hui, ce sont pas des portes qui se ferment, pas forcément. Faire une école de marketing digital ou de com audiovisuel ne veut pas dire soit on trouve un job là-dedans, soit c'est compromis. Il y a aujourd'hui, à travers ces métiers-là, énormément de possibilités et la meilleure façon de le faire, donc ça c'est le deuxième point, c'est concomitant au premier pour le coup, c'est de comparer. Le vrai conseil que je donne aux parents et à leurs enfants, mais plus aux parents parce que les très jeunes n'ont pas forcément ce réflexe-là, c'est de comparer ce qui est proposé dans les différentes écoles qui peuvent intéresser leurs enfants. C'est d'aller sur les réseaux sociaux et de voir aujourd'hui ce que font les étudiants qui sont sortis de chez nous.
Le CITV existe depuis une quinzaine d'années. Alors vous vous doutez bien qu'il y a 15 ans, le digital n'avait rien à voir avec maintenant. OK. Mais regardez ce que font aujourd'hui les gens qui sont sortis de chez nous il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voir le type de job qu'ils occupent, le type de boîte dans lesquelles ils bossent. C'est important parce que, c'est ce que je disais, hein, c'est vrai à l'intérieur de l'école, mais c'est vrai aussi après, rien ne vaut l'exemple. Moi, je peux vous parler, demain on a une journée portes ouvertes, je peux vous parler pendant des heures de l'école, vous montrer des projets, vous montrer ce qu'on fait. C'est super, mais c'est pas forcément ça que les parents veulent avoir comme info. Ce qu'ils veulent savoir, c'est dans quelles conditions ça permet à leurs enfants de pas seulement faire un truc qui les intéresse, mais qui leur permet, d'avoir un job demain. Ce qui est, la question que devraient se poser tous les parents, hein, c'est pas un sujet. Mais du coup, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de voir comment ont évolué les gens qui sont sortis de chez nous ces dernières années. Et de le faire aussi pour les autres écoles parce que, moi j'invite toujours les candidats et leurs parents, quand ils viennent nous voir, à comparer avec d'autres écoles et à voir, moi pour le coup, je suis aussi assez fier de la réussite de nos anciens. Sachant que la réussite, c'est pas forcément avoir un très gros poste dans une très grosse boîte, mais c'est d'avoir trouvé la place qui vous convient le mieux, dans le système qui vous convient le mieux. L'avantage, c'est que le digital, ça permet ça. Il y a des très grosses structures, il y a des toutes petites structures. Il y a des boîtes où on est très polyvalent, il y a à l'inverse des boîtes où, c'est très compartimenté. Vous êtes sur un type de mission et uniquement ce type de mission. Il y a des indépendants, il y a des gens qui partent à l'étranger, il y a des gens qui sont digital dans la banque et probablement qui font pas du tout la même chose que ceux qui sont digital dans la mode ou dans le sport. Donc il y a plein de choses à faire. La meilleure façon de se rendre compte de toutes les possibilités, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et de comparer. Vous tapez ECITV sur LinkedIn, vous voyez ce que font aujourd'hui les gens qui sont sortis de chez nous. Moi, je trouve que c'est plus parlant que n'importe quel discours ou présentation que je pourrais faire. Le vrai conseil, c'est celui-là. Merci pour votre présentation de l'ECI-TV. Merci à vous. Merci pour tous vos conseils. C'était, très riche. Merci. Merci encore. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.